On va revenir sur ces actualités avec vous, Roger Caruti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes sénateur LR des Hauts-de-Seine. Vous présidez le groupe d'amitié France-Israël ici au Sénat. On va évidemment parler de ce 7 octobre qui marque les 2 ans de l'attaque terroriste du Hamas. Mais d'abord, on va revenir sur la crise politique. Et Sébastien Lecornu qui a démissionné, ça fait la une de la plupart de nos quotidiens régionaux ce matin. On va regarder 3 titres. D'abord, Paris-Normandie, démission de Lecornu, ultime négociation. Quel chienlit, c'est le titre choisi par le journal normand. La une de La Voix du Nord, mission impossible, c'est la question. Sébastien Lecornu qui a 48 heures pour d'ultimes négociations. Et puis la une du Courrier Picard, nomination, dissolution, démission, Macron, décision. C'est l'appel en une du journal. Quel titre auriez-vous choisi pour qualifier ce qui se passe ce matin ? Oh, probablement le titre de Paris-Normandie, quel chienlit. C'est ça ? On en est là, selon vous ? Oui, parce que après la dissolution ratée de 2024, on a cru comprendre qu'Emmanuel Macron acceptait le partage du pouvoir. Ce qu'il disait d'ailleurs du temps de Michel Barnier, il disait le président préside, le gouvernement gouverne. Article 20 de la Constitution, et c'était parfait. Il a commencé à reprendre la main avec François Bayrou. Et il a voulu reprendre totalement la main avec Lecornu. En se disant, je reprends tout, je reprends les miens, je reforme des gouvernements ou un gouvernement totalement à ma main, je veux exercer la totalité, la plénitude du pouvoir jusqu'en 2027. Le problème, c'est que, il n'est pas rééligible, donc forcément, c'est une fin de mandat. Deuxième élément, la dissolution est ratée et aussi bien les élus que l'opinion publique lui en veulent. Et troisième élément, il n'a plus du tout de majorité, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'Assemblée nationale. Donc, la volonté de reprendre complètement la main trouble le jeu, parce que même Lecornu n'était pas libre complètement de ses actes, de ses propositions, de ses discussions avec les formations politiques. Moi, je crois, je continue de penser que la seule solution, c'est l'union du bloc central et des Républicains, mais avec un Premier ministre autonome, qui puisse dire sur aussi bien le fond que sur la forme, sur les choix des ministres, comme sur les projets qui seront portés. Ça n'est plus Macron qui décide de tout. Si le président veut absolument décider de tout, on ira à des clashs beaucoup plus durs, parce que c'est comme ça. Il n'a plus que 15% de soutien dans l'opinion publique, il n'a pas suffisamment de voix à l'Assemblée nationale et encore moins au Sénat. Voilà, quand vous êtes dépourvu, le roi est nu, disait la formule, quand vous êtes dépourvu, soit vous composez, soit vous confrontez. S'il ne veut pas composer, ça devient compliqué. Vous dites la solution, c'est l'union du bloc central et des Républicains. Pourtant, quelques heures après le gouvernement, c'est Bruno Retailleau lui-même qui a menacé de claquer la porte. Est-ce que vous vous sentez responsable de la crise politique actuelle ? Pas le moins du monde. D'ailleurs, je constate que tous les sondages qui sont sortis hier disent le principal responsable, c'est le président de la République. Et pour une raison évidente, c'est que les gens comprennent qu'il veut continuer de tout régenter et tenir. Et pardon de le dire, c'est pas une offense à son égard. Le choix de Lecornu, c'était ça. Tout le monde a dit, d'ailleurs, quand il était choisi, c'est le clone du président de la République. Il est totalement, entre guillemets, dans les mains du président de la République, ce qui n'était pas le cas de Bayrou, et encore moins, évidemment, le cas de Barnier. Mais quand vous avez perdu une élection, quand vous n'êtes plus populaire, quand vous ne pouvez pas être réélu, il faut partager le pouvoir. Si vous voulez tout garder, eh ben, à un moment, ça ne fonctionne pas. Donc il a eu raison de démissionner hier matin, Sébastien Lecornu ? Bon, il n'avait pas de choix. De toute façon, le RN avait dit qu'il censurait, la gauche avait dit qu'elle censurait. Et vous menaciez de partir ? Non, mais au-delà de ça, Lecornu avait bien compris, dès la formation de son gouvernement, que ce gouvernement allait durer 3 jours, quoi. Bon, donc de toute façon, au lieu de 3 jours, ça a duré une nuit. Bon, très bien. Mais la situation est difficile à gérer, c'est sûr, vu la composition et la dispersion de l'Assemblée nationale, mais elle est d'autant plus difficile que vous avez d'un côté l'Assemblée ingérable et de l'autre côté un président qui veut garder la main. Eh bien, c'est sûr que ça devient compliqué. Alors du coup, Emmanuel Macron a chargé Sébastien Lecornu de mener d'ultimes négociations d'ici demain soir. Déjà, est-ce que les Républicains iront discuter avec Sébastien Lecornu ? Non, mais Bruno Retailleau a clairement dit qu'il allait évidemment rencontrer Sébastien Lecornu. Avec l'ensemble du socle commun ce matin ? Non. Il a dit qu'il voulait avoir une discussion particulière et c'est mieux
d'avoir un peu... Ça suffit, ces espèces de grands-messes où on fait venir tout le monde pour ne rien dire, et surtout pour faire en sorte que personne ne soit plus informé en sortant qu'en entrant. Donc, à un moment, il faut ça veut dire que vous peut-être... considérez aujourd'hui que vous ne faites plus partie du socle commun, vous l'avez. Nous ne considérons rien du tout. Je considère que si le président de la République a une solution, qu'il nous la donne, mais d'un côté, il dit qu'il ne veut pas démissionner, ça on avait compris. D'un autre côté, il dit « j'assumerai mes responsabilités », on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire dissolution? Est-ce que ça veut dire un autre choix? J'en sais rien. On entend bien les hurlements de la gauche, mais qui sont délirants. Je veux dire, la gauche fait croire qu'elle a gagné les élections de 2024, elle a fait 28%. Et dans toutes les intentions de vote là, elle est encore en baisse. Alors c'est pas la gauche qui est majoritaire dans ce pays. Le pays est de plus en plus à droite, et on me dit il faudrait peut-être, s'il y a un gouvernement de gauche, il sera censuré quasiment immédiatement. Donc on arrête. Alors soit on nous dit on fait un gouvernement technique, on trouve un projet. Et j'entendais hier l'ancien Premier ministre, Gabriel Attal, qui était beaucoup plus dur que nous sur le président de la République. Parce qu'on arrivait à dire c'est un acharnement, il veut garder le pouvoir, rendez-nous, partagez, etc. Je ne comprends plus ces décisions. Bon, c'est quand même... Bon. Mais il y a une crispation qui est liée, à mon avis, simplement à la position, au positionnement du président de la République. Si le président de la République disait « j'accepte l'idée de partager réellement le pouvoir avec le Parlement », et j'accepte l'idée d'être le président qui préside, mais qui n'impose pas ses vues au gouvernement. Ça ouvrirait, hein. Juste, est-ce que Sébastien Lecornu a dit oui pour une rencontre en tête-à-tête avec Bruno Retailleau? A priori, oui. Donc elle est calée? Ah bah je pense que oui. C'est pas moi qui fais les rendez-vous des uns des autres. Est-ce que vous pensez que ces négociations, elles peuvent aboutir d'ici demain soir? Je n'en sais rien. Tout dépend de ce que lui laisse comme champ d'ouverture le président de la République. Parce que s'il lui dit « je te laisse 48 heures, mais tu reviens dans les mêmes conditions », bon, il y a peu de chances de revenir avec quoi que ce soit. Si en revanche, c'est pour dire on ouvre complètement, mais cette fois-ci on accepte le partage du pouvoir, cette fois-ci on accepte de ne plus vouloir imposer ses vues jusqu'en 2027. Je ne comprends pas. Enfin, le président de la République voit bien. Moi, ces histoires de motion de destitution, c'est ridicule. Enfin, la destitution est prévue par la Constitution pour des éléments du type haute trahison, etc. Mais qui peut croire ça? Et avec des majorités qualifiées. Il y a des gens chez les LR qui demandent le départ d'Emmanuel Macron. Le départ, c'est pas la destitution, le départ. Que le président de la République dise la situation est bloquée, la seule solution c'est une nouvelle élection présidentielle. Beaucoup de Français Vous souhaiteriez qu'ils le disent, qu'ils démissionnent, qu'ils lancent des présidentielles? Mon espoir en la matière n'a aucune importance, parce qu'il ne le fera pas. Si je me disais, si je le dis, il va le faire, je le dis tout de suite. Mais comme je sais très bien que ça ne se fera pas, ça n'a aucun intérêt. Non, mais il ne démissionnera pas. Donc, il faut trouver une solution de gouvernement. Je suis bien conscient que s'il y a dissolution, on n'est pas sûr pour autant qu'il y ait une majorité absolue claire après ces élections. Mais en tout état de cause, à un moment, soit on donne la parole au peuple français par référendum ou par une élection législative, soit on trouve une solution qui, au Parlement, tienne plus la route qu'une solution imposée depuis l'Élysée. C'est tout. Il n'y a pas de mystère. Mais il faut un gouvernement accepté par une opinion publique qui, je le dis et le redis, est de plus en plus marquée à droite. Juste, est-ce que les Républicains pourraient faire partie d'un prochain gouvernement issu du socle commun ou pas? Ou est-ce que là, c'est fini? Ah, moi, je ne considère pas que c'est fini. Nous sommes revenus au gouvernement avec Michel Barnier. C'était plus simple, je suis d'accord, parce que le Premier ministre était républicain. Mais nous sommes restés avec François Bayrou. Et nous avons gouverné avec François Bayrou. Et que je sache, les ministres républicains dans le gouvernement de François Bayrou ont parfaitement fait leur œuvre. Bruno Retailleau, Annie Genevard et les autres. Donc, c'est pas le sujet de se dire est-ce que le Premier ministre est du socle commun ou républicain. C'est de savoir sur quel projet, pourquoi faire, et est-ce qu'il y a une liberté de manœuvre totale. Parmi les... On va voir, puisque effectivement, il y a plusieurs solutions possibles, qui émanent notamment de votre camp, hein, notamment une de Valérie Pécresse, Stéphane. Bah oui, la présidente de la région Île-de-France n'a pas appelé à la démission du président de la République, elle n'a pas appelé à la dissolution, mais elle a une autre solution, écoutez-la. Aujourd'hui, le président de la République, il a encore une arme dans sa manche. Il peut faire un référendum sur les sujets qui concernent les Français, un référendum sur l'immigration, un référendum sur le rétablissement des finances publiques. Un référendum, c'est une bonne idée, Roger Karoutchi? Je le disais tout à l'heure, en tout état de cause, il faut que les Français s'expriment. Ils ont le sentiment que leur vote de juillet 2024 a été
sinon peu respecté, en tout cas pas compris. Moi, je vais vous dire, je n'ai aucune intention, parce que j'ai vu les commentaires des uns des autres, de voter pour le Rassemblement national. Enfin, le Rassemblement national a fait 35%. Moi, je comprends tout le monde et j'accepte tout dans la vie. Vous votez contre le Rassemblement national face à la France insoumise, c'est ce que vous avez dit. Vous votez pour le Rassemblement national s'il est face à la France insoumise. Ah oui, non mais alors là-dessus, moi je n'ai pas d'état d'âme. J'ai déjà dit que pour moi, le principal risque pour la République, pour l'unité de la nation et pour la démocratie, c'est LFI. Mais ce que vous dites, c'est que dans les autres cas, vous ferez barrage au Rassemblement national. Si un Rassemblement national contre un candidat de Renaissance, d'Horizon... Ah ben non mais c'est mon camp. Non mais... Moi, au premier tour, je vote pour les Républicains, ça vous embête pas. Y compris un candidat du Parti socialiste ou des écologistes. Au deuxième tour, si mon candidat est là, je vote pour lui, ce qui est assez normal. S'il y a un candidat Renaissance, je vote pour Renaissance. Et s'il y a un candidat de gauche ayant rompu avec LFI, on verra. Mais si c'est quelqu'un... on verra quand même. Oui, parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent. En ce moment, moi, je vois Olivier Faure. Un jour, il est plus mélenchoniste que Mélenchon. Un jour, il est contre Mélenchon. On se dit que là, en ce moment, comme il espère aller au gouvernement, ils rompt avec Mélenchon, mais que s'il y avait dissolution demain matin, il trouverait un accord dans la journée avec Mélenchon pour gagner des voix et avoir les voix de LFI. Donc à un moment, un peu de clarté. Moi, je suis prêt à ce qu'on nous dise « Ah ben oui, mais le Front républicain, c'est quoi, c'est comment ?» Enfin, il faut qu'en face, les gens soient clairs. Moi, quand ils négocient et pactisent avec LFI, qui pour moi est un parti totalement antinational et anti-républicain, je ne l'accepte pas et je n'accepte pas de leçon de morale de ces gens. On va voir comment les Français perçoivent la crise actuelle. On va voir ça grâce à nos partenaires de la presse régionale. On va d'abord à Toulon. Bonjour Guilhem Ricavy. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur éditorial de Var Matin. Toulon, Guilhem, quel regard à Toulon les habitants de la région sud portent sur cette situation politique inédite ? Guilhem, on a un petit problème de son. On va revenir vers vous dans quelques secondes. Roger Carucci, hier, il y avait un bureau stratégique un comité stratégique. Comment ça s'est passé ? Comme toujours, c'est-à-dire amical, compagnon, mais vif. Un peu tendu. Non, pas tendu, vif, parce que quand vous êtes dans une situation politique comme la nôtre, c'est pas un monde de bisounours. On n'arrive pas en se disant « Ah, je t'aime, ah, machin et tout ». Non, on se dit « Bon, voilà, le gouvernement a démissionné, qu'est-ce qu'on fait, dans quelles conditions ?» Donc, il y a des gens qui disent « Il faut renouer tout de suite avec le bloc central », d'autres qui disent « Ça suffit maintenant, restons dans l'opposition, une opposition constructive, mais ne faisons pas plus », d'autres qui disent « Soutien sans participation ». Donc, forcément, chacun défend sa conviction, sa conception, et c'est normal dans un parti politique, on n'est pas alarmé. Mais est-ce qu'il y a des tensions entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez ? Ça s'est réglé pendant la visioconférence de dimanche entre les parlementaires. Laurent Wauquiez avait clairement dit dès le début qu'il ne souhaitait pas que nous participions au gouvernement. Moi, j'avais défendu la notion d'une participation conditionnelle, ce qui a été à peu près l'élément dominant dans la visioconférence. Et donc, à la fin de la visioconférence, on était là-dessus. Et Laurent Wauquiez s'est empressé de manière très démocratique de dire que, naturellement, il ralliait la position majoritaire. Mais est-ce que vous n'auriez pas beaucoup à perdre en cas de législative anticipée, vous, les LR ? Ah, pas du tout. Alors là, il y a une faute lourde. Je comprends très bien, c'est pas moi qu'il faut dire ça. Je m'occupe de la commission d'investiture des Républicains depuis 10 ans. Mais c'est clair que je comprends très bien que les députés se disent « Attendez, on était déjà en campagne législative il y a un an, arrêtons, ça suffit, c'est nous qui allons au front, c'est pas vous. » Donc c'est aux députés de décider quelle position est la leur en la matière. Mais toutes les études et sondages, depuis un mois, 2 mois, nous donnent gagnant, c'est-à-dire qu'on nous donne entre 80 et 90 sièges au lieu de 50, c'est comme ça, le Rassemblement national et l'UDR passant de 140 à 200, et en fait, la gauche perd 30 sièges, et le bloc central en perd 50. Donc, nous, quantitativement, nous ne sommes pas perdants s'il y a une dissolution. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir donc pourquoi faire et s'il y a un objectif derrière. Mais tout ça n'a pas beaucoup de sens et on attend de voir ce que le président de la République veut décider. C'est à lui d'en décider. On retourne à Toulon. On a retrouvé Guilhem Ricavy, directeur éditorial de Var Matin. Comment les habitants de la région sud perçoivent la situation politique, Guilhem ?
Oui, ils regardent ça de façon très atterrée, Oriane. Ils sont inquiets de la situation politique du pays, inquiets également de l'image qui est renvoyée par cette situation politique. Et c'est le député du Rassemblement national, Franck Giletti, qui le dit lui-même. Quelle image donnons-nous aujourd'hui de la classe politique française avec les rebondissements que l'on a vus ces dernières 48 heures? Yannick Chenevard, député plutôt du camp macroniste du Var, lui de son côté, dit que la dissolution qui a appelé des voix de plusieurs élus rajouterait du chaos dans le chaos. Si on regarde du côté des Alpes-Maritimes, les élus ne sont pas tendres non plus avec Emmanuel Macron, notamment David Lisnard, le maire de Cannes, qui lui demande directement la démission d'Emmanuel Macron. Il dit que cela s'accompagnerait bien évidemment de nouvelles législatives et ça rejoint ce que vous dites sur votre plateau, ça donnerait la voix aux Français. Et puis Éric Ciotti, le président de l'UDR, a le même discours que le Rassemblement national sur le sujet. La comédie a assez duré, dit-il. C'est soit la démission, soit la dissolution. Il faut redonner la voix aux Français d'une façon ou d'une autre. Et d'autant, Guilhem, que le Rassemblement national est implanté dans votre région. Oui, le Rassemblement national qui est fortement implanté, qui donc voilà une opportunité sans doute de faire entendre sa voix à quelques mois, on le sait, des municipales. Un calendrier donc qui a du sens pour le Rassemblement national. Et d'ailleurs, j'ai une question sur le sujet. Est-ce que ce n'est pas le Rassemblement national qui est le grand gagnant actuellement de cette situation, puisque cette situation démontre un système qui serait à bout, qu'il serait temps de changer? Les sondages donnent une progression en nombre de sièges du Rassemblement national malheureusement depuis un an. Donc avant même cette crise, Le Cornu ou Bayrou. Depuis pratiquement, dès le lendemain des élections législatives, les sondages donnaient le RN en meilleure position. Donc oui, on a bien compris que l'instabilité favorise ceux qui ne sont pas ou qui n'ont jamais été au pouvoir. Par conséquent, très clairement, le Rassemblement national ou LFI. LFI, pour moi, il n'est plus dans le camp démocratique, donc c'est non. Mais c'est clair que c'est ça. Mais par exemple, moi, puisque à Toulon, on a le sujet, moi je soutiens évidemment à fond notre candidat Michel Bonus, soutenu d'ailleurs par Hubert Falco, par rapport à un RN qui serait susceptible de gagner Toulon. Donc oui, il faut qu'on se batte. Oui, il faut qu'on réussisse à convaincre les électeurs que la solution, elle est dans la droite classique. Et c'est le grand échec du président de la République, à force de vouloir déstructurer les forces politiques, à force de dire du en même temps, à force de dire il n'y a plus ni gauche ni droite, il a cassé l'ensemble des référents. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est une espèce de désordre généralisé qui brusque l'opinion publique et qui nous met dans une situation impossible. Moi, je suis sûr qu'à partir de 2027, tout le monde reviendra à des éléments beaucoup plus classiques. Mais bon, pour le moment, il faut faire avec et je reconnais que c'est compliqué. Merci Guilhem. 48 heures chrono, c'est la une de Var Matin, le temps qu'a donc Sébastien Lecornu pour mener ses ultimes négociations. Merci beaucoup Guilhem Ricavi d'avoir été avec nous. On va parler du 7 octobre. Vous présidez le groupe d'amitié France-Israël ici au Sénat. Roger Karoutchi, il y a 2 ans, Israël était attaqué par les terroristes du Hamas qui ont fait plus de 1200 victimes, 251 otages, dont 47 sont toujours entre les mains du Hamas. Mais le plan de paix de Donald Trump laisse entrevoir une issue à cette guerre. C'est l'éclairage de Stéphane. Stéphane, 2 ans après les attaques du Hamas en Israël, les négociations s'intensifient pour le retour des otages israéliens. Oui, hier, les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas ont débuté en Égypte. Ils se basent sur le plan de paix en 20 points proposé par Donald Trump. Les discussions se font par l'intermédiaire de négociateurs égyptiens et qataris. Et sur place, il y a aussi les émissaires américains Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Et les discussions se concentrent d'abord sur le retour des 47 otages encore détenus par le Hamas. Oui, Aurène, c'est le point numéro 4 du plan de Donald Trump. Une libération de tous les otages israéliens dans la bande de Gaza dans les 72 heures suivant l'acceptation de cet accord. Parmi ces 47 otages, l'armée israélienne a acté la mort de 27 d'entre eux. C'est donc les chiffres de l'armée israélienne cités par l'AFP. Le 7 octobre 2023, le Hamas avait capturé 251 personnes, en majorité des civils,
En Israël, ces négociations, elles suscitent de l'espoir chez les familles d'otages, notamment, mais pas que. Une prière spontanée a été organisée hier soir à Tel Aviv. Écoutez, Tamar Zohar, la grand-mère de l'otage Omer Neutra, qui était présente. C'est une prière spontanée après avoir entendu toutes les nouvelles ces derniers jours. Et nous prions pour que tous nos espoirs se réalisent et que tous les otages reviennent bientôt, comme l'a dit le président Trump, dans 72 heures. Trump qui prévoit la libération des otages dans un premier temps, mais ce n'est pas que la première étape pour aller vers un cessez-le-feu. Oui, même si Donald Trump veut aller vite, il le dit, le chemin sera long. En contrepartie du retour des otages, Israël devra libérer plusieurs milliers de prisonniers palestiniens. Le plan du président américain fait aussi de la libération des otages israéliens une condition pour amnistier les membres du Hamas qui s'engageront à rendre les armes. En réponse, le mouvement islamiste a dit dimanche qu'il était d'accord pour libérer tous les otages. Il demande, comme le prévoit le plan Trump, le retrait de l'armée israélienne de l'enclave et la fin des opérations militaires. En échange de quoi, le Hamas mettrait lui aussi fin à ses opérations militaires. Il y a des points qui ne font pas consensus. Oui, notamment sur le retrait israélien. Par exemple, Benjamin Netanyahou assure qu'Israël continuera de contrôler une majorité de la bande de Gaza. Autre point de friction, le Hamas, qui ne parle jamais de son désarmement, pourtant une condition clé du plan de Donald Trump. Et le Hamas qui ne veut pas non plus de la gouvernance proposée par les Américains. Alors en attendant les dénouements de ces négociations, les bombardements israéliens sur Gaza se poursuivent, la guerre continue. Et si les discussions échouent, le chef d'état-major des armées israéliennes a prévenu que l'armée reprendra les combats qui n'ont donc pas cessé à Gaza. Roger Karoutchi, vous êtes le président du groupe d'amitié France-Israël ici au Sénat. Vous l'avez dit, Oriane. Est-ce que vous pensez qu'après les 2 ans donc, de l'attaque du 7 octobre, ces 2 ans de guerre, on voit enfin la paix arriver peut-être ? Moi, je suis très prudent. D'abord parce que le Hamas n'a pas changé. Le Hamas, dans sa charte, parle de la destruction d'Israël. À ma connaissance, il n'a pas changé de charte. Le Hamas est un mouvement terroriste, ce n'est pas un mouvement de combattants, ce n'est pas un mouvement de résistance, ce sont des terroristes, point final, des assassins, qui le 7 octobre ont commis l'insensé, l'irréparable, l'invraisemblable. Parce que quand j'entends les uns les autres venir aujourd'hui me dire oui, mais il faut passer là-dessus et ne regarder que ce qui se passe à Gaza, non. Il y a un agresseur, il y a un agressé. L'agresseur, c'est le mouvement terroriste Hamas qui a torturé, violé, tué, massacré, et donc qui doit être éradiqué. Point final. Je ne parle pas des Palestiniens, je parle du Hamas. Le Hamas, c'est un mouvement terroriste comme le Hezbollah, comme les Houthis. Alors qu'on arrête de tout confondre, parce que dans nos démocraties, on se la joue complètement, tout est pareil, tout est semblable. Non. Donc, tant que le Hamas dit qu'il ne veut pas lâcher ses armes, ce qui est quand même la base de l'accord, tant que le Hamas dit, parce que vous dites, c'est vrai, que le président Trump, et heureusement qu'il est là, contrairement à d'autres, pour dire il faut imposer la paix, parce que la paix, tout le monde la souhaite, vite, que les combats s'arrêtent, que les otages soient libérés, c'est la demande de tous. Et je vois par exemple que le Hamas dit ah ben oui, mais alors, dans la demande de libération des Palestiniens, on demande à ce que les membres du Hamas arrêtés par l'armée israélienne le 7 octobre, pendant les massacres sur place, alors qu'ils étaient en train de massacrer, soient libérés. C'est un peu compliqué quand même pour l'État d'Israël de dire on récupère nos otages, mais on vous rend ceux qui ont massacré et tué le 7 octobre. Bon, c'est pas facile. Deuxième élément, le Hamas continue de dire on ne veut pas entendre parler de la gouvernance envisagée après, à un moment où il y a tout l'accord, où il n'y a pas l'accord. Bon, moi j'espère qu'il y aura tout l'accord, que les otages seront libérés, que les troupes israéliennes se retireront, que la paix soit rétablie et qu'il y ait une gouvernance neutre à Gaza, démilitarisée. C'est la seule solution pour arriver à la paix. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Le gouvernement israélien a donné son accord. Le président Trump a dit 3 jours après l'accord du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien a donné son accord vendredi. Nous sommes mardi. Les 3 jours sont épuisés. Pour le moment, il n'y a toujours pas d'accord. Alors j'espère que le Hamas va accepter, que les intermédiaires vont jouer leur rôle et qu'on va arriver à une libération dans les 3 jours qui viennent de tous les otages, et au retrait des troupes israéliennes et à un accord de paix avec désarmement du Hamas, exfiltration du Hamas et gouvernance neutre. Si on arrive à ça, tout le monde sera content et on sera tous heureux que ça s'arrête. Parce que pour moi, les victimes à Gaza,
ça compte aussi qu'on ne nous dise pas que parce qu'on est pour l'État d'Israël et qu'on est scandalisé par ce qu'a fait le Hamas, sur le coup, on est des monstres, machin. Pas du tout. Sauf que l'agressé se défend. Voilà. Et bien que l'agresseur arrête. Et à partir de là, les choses iront mieux. Mais dans ces discussions, le Hamas est un acteur comme Israël, puisqu'il y a des intermédiaires pour faire le pont entre les deux. Pour vous, on peut croire le Hamas dans ces discussions ? Non, il faut lui imposer. Le Hamas n'acceptera que s'il n'a pas d'autre solution. De lui-même, il est formaté pour être terroriste et pour parler de la destruction. D'ailleurs, je signale que dans la charte, il parle non pas seulement de la destruction d'Israël et de tous les juifs, mais aussi des chrétiens, hein, des fois que ça manque. Donc, en la matière, non. Le Hamas n'acceptera que si on lui impose, que s'il n'a pas d'autre choix. De lui-même, il ne le fera pas. Regardez, l'accord au Liban avec le Hezbollah. Il est en mesure de l'imposer ? Juste un mot. L'accord au Liban avec le Hezbollah. L'accord qui était signé par Israël, avec des garants comme les États-Unis et la France et tout. Mais le Hezbollah refuse toujours de donner ses armes. Et là, vous pensez que Donald Trump, il peut imposer les choses au Hamas ? Je pense que oui, par l'intermédiaire des États arabes négociateurs, il peut leur imposer. Et si le Qatar joue le jeu clairement, de manière transparente, comme il est l'un des financiers les plus importants du Hamas, il peut l'imposer. Après, jusqu'où ça ira ? Ben, on verra dans les 4-5 jours qui viennent. Est-ce que le Hamas est de bonne foi sortir ? Mais j'ai des doutes sur le désarmement et sur la suite. Mais ça, c'est l'histoire et la pression qui nous le dira. Mais on compte beaucoup sur la pression américaine, sur la pression de l'Égypte, sur la pression des États arabes qui se sont engagés dans cet accord. Merci Roger Karoutchi. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.